Le retour de Trump annonce ainsi une nouvelle ère d'incertitude stratégique. Ces politiques axées sur les tarifs douaniers, associées à la volonté croissante des BRICS de dédollariser, pourraient remodeler les équilibres économiques mondiaux de manière inédite. Si l'impact global reste à déterminer, ce qui est certain, c'est que les États-Unis et les pays des BRICS entrent dans une période de contestation économique et géopolitique intensifiée. La position agressive de Trump s'inscrit dans une stratégie plus vaste visant à réaffirmer la domination américaine sur le commerce et la finance mondiale. En utilisant les droits de douane comme mesure punitive et de coercition, l'administration US cherche à dissuader les pays en développement, qu'ils soient en développement rapide ou encore sous-développés, de mener des politiques économiques susceptibles de diluer la suprématie du dollar. Cependant, cette approche risque d'aliéner des partenaires commerciaux clés et pourrait déclencher des mesures de rétorsion susceptibles de déstabiliser les marchés internationaux. À ce titre, une Amérique plus protectionniste sous Trump 2.0 pourrait engendrer des réalignements stratégiques inattendus. L'Inde, par exemple, qui s'est engagée avec prudence auprès des BRICS tout en maintenant des liens forts avec les États-Unis, pourrait être forcée de réajuster sa position en fonction des conséquences économiques des politiques commerciales américaines. De même, l'Union européenne, déjà méfiante à l'égard de la doctrine America First de Trump, pourrait chercher, selon certains experts, à renforcer ses partenariats économiques avec les pays des BRICS, en particulier à la suite des perturbations de l'approvisionnement énergétique causées par la guerre en Ukraine. Les BRICS, qui constituent aujourd'hui le bloc BRICS+, ont vu leur influence croître de manière constante, non seulement sur le plan économique, mais aussi en tant que contrepoids géopolitique aux institutions dominées par l'Occident, comme le FMI et la Banque mondiale. L'expansion des BRICS, avec de nouveaux membres potentiels comme le Nigeria et le Pakistan, signale un changement stratégique vers une architecture financière mondiale alternative. Si ces pays optent pour une monnaie commune de compte au moins ou accentuent et renforcent plus les règlements commerciaux entre eux en monnaie nationale, la prééminence du dollar américain dans les transactions mondiales pourrait être confrontée à des défis importants. Ainsi, dans les années à venir, ces tensions mèneront-elles à un changement fondamental de l'ordre financier mondial ou ne feront que renforcer les divisions existantes dans une économie mondiale de plus en plus fragmentée? Alors, pour discuter de toutes ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris Hélène Clément-Pitillot, économiste, chercheuse au Centre d'études des modes d'industrialisation de l'École de guerre économique à Paris. Hélène Clément-Pitillot, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci Kamal, tout le plaisir est pour moi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parmi nous. Alors, l'imposition de droits de douane, par exemple au Canada ou au Mexique, des partenaires essentiels de l'accord entre les États-Unis et ces deux pays, devrait augmenter les coûts de consommation aux États-Unis, en particulier dans des secteurs tels que l'électronique, l'épicerie et l'habillement, car les entreprises répercutent les dépenses supplémentaires sur les consommateurs. Ça, on le sait, ça a toujours été le cas depuis que le monde est monde. Alors, les critiques affirment que de telles politiques protectionnistes pourraient se retourner contre elles, c'est-à-dire contre les États-Unis, entraînant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des relations diplomatiques déjà tendues, assez tendues. Alors, Hélène Clément-Pitillot, la menace d'un droit de douane de 100% sur les pays des BRICS pourrait encore, ou pourrait-il encore compliquer la dynamique du commerce international? Et comment voyez-vous l'évolution de la situation? Alors, il y a deux choses. D'une part, la menace de droits de douane sur les exportations venant du Canada ou du Mexique vers les États-Unis, en fait, sont envisagées pour punir le laxisme de ces pays en matière de surveillance frontalière
avec la frontière sur les États-Unis. Trump souhaite reprendre plus activement le contrôle des frontières pour limiter plus efficacement l'immigration vers les États-Unis. Il me semble que ce type de menace commence à avoir un effet incitatif sur le Canada et le Mexique qu'il y a un regain de contrôle aux frontières. Donc, d'une certaine manière, par ce moyen, cette menace, on peut considérer que Trump est en passe d'atteindre son but vis-à-vis de ces deux pays. Maintenant, il va falloir voir sur le long terme la résultante de ces mesures. En revanche, la menace qui est brandie contre les BRICS est, à mon sens, d'une totale autre nature. En fait, elle est un moyen indirect de maintenir la suprématie du dollar dans les transactions mondiales. Et en fait, c'est un moyen pour l'administration Trump d'assurer la pérennité de l'avantage qu'ont les États-Unis de disposer d'une monnaie monde. C'est-à-dire que leur reconnaissance de dette, la reconnaissance de dette de l'État fédéral américain, comme elle est demandée comme monnaie mondiale pour tous les règlements commerciaux et financiers, ça permet au pays d'émettre de la dette sans trop se préoccuper des conséquences. Point besoin de limiter dans les faits le volume de cette dette, car le monde entier a besoin du dollar. Et donc, il faut maintenir cet état de besoin permanent du dollar dans le monde pour que les États-Unis puissent continuer à dépenser. D'une certaine manière, cette position leur assure une légitimité de la dette et même une obligation de la dette pour assurer la circulation monétaire et le commerce mondial. Donc, menacer des pays qui seraient en passe d'envisager une autre solution, une solution de contournement vis-à-vis de cet état de fait, est en fait le moyen de préserver la possibilité de cette dette infinie qu'ont les États-Unis. En fait, les économistes appellent cet avantage un seigneuriage. Vous voyez, on voit très bien la relation de pouvoir qui s'exerce à travers la puissance de la monnaie monde. C'est effectivement un seigneuriage, un avantage, une rente qu'ils exercent sur la totalité du monde. Et les États-Unis en bénéficient, en abusent, puisque si on considère le niveau de la dette chronique et des dettes qui s'accumulent, qui sont extravagants, en fait, le mécanisme qui est recherché par Trump dans cette menace, c'est que des droits de douane exorbitants, puisqu'on parle de 100%, 100%, absolument. pourraient drastiquement réduire la compétitivité et donc, a priori, il devrait limiter la capacité d'exporter des BRICS vers les États-Unis parce qu'on assisterait à au moins un doublement des prix sur le marché américain. Alors, quels peuvent être les effets de ces mesures? Les économistes techniciens vous répondraient: tout dépend de l'élasticité prix de la demande des produits importés des BRICS par le consommateur américain. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des substitutions possibles en interne aux États-Unis ou sur d'autres marchés plus complémentaires? Est-ce que changer les circuits d'approvisionnement peut se faire rapidement sans provoquer une dynamique inflationniste? Toutes ces questions, vous comprendrez que l'administration Trump, pour l'instant, n'y a pas répondu, puisque la mesure qui est annoncée nous est présentée comme une mesure univoque qui s'applique sur tous les produits, et on comprend déjà… Mais juste une précision, Hélène Clément-Pitillot, s'il vous plaît. Oui. Alors ça, disons pour les biens de consommation, on peut un peu lui accorder le bénéfice du doute sur le bien fondé de cette décision. Mais supposons qu'il y a des intrants à ce qui est produit à l'industrie américaine. Justement, allez-y. Excusez-moi de vous avoir. Donc, comme ces mesures semblent vouloir être appliquées de façon identique sur tous les produits,
on ne comprend pas, parce que prenez par exemple, euh, si il y a 100% de droits de douane sur les fertilisants qui viennent du Bélarus ou de la Russie, Absolument. c'est une catastrophe pour l'agriculture américaine. Donc, on voit bien que pour survivre, il va falloir des contournements. Donc, on ne peut pas doubler le coût des fertilisants sur l'industrie américaine, sur l'agriculture américaine, sans la mettre en péril radical. Donc, vous voyez, c'est avec ces aspects, on comprend qu'en fait, il s'agit plutôt d'effets d'annonce que de véritables mesures mises en application de façon raisonnée. Je prendrai un autre exemple aussi assez caricatural. Si vous multipliez par 2 le prix des diamants vendus à la clientèle américaine, est-ce que ça va avoir un impact sur les exportations de Russie ou d'Afrique du Sud? Pas sûr. Simplement, c'est le consommateur qui va s'adapter. Alors, il achètera peut-être un demi-carat au lieu d'un carat entier pour la bague de fiançailles. Mais vous voyez, on va engendrer un mécanisme inflationniste aux Mhm. États-Unis. Et ce n'est pas forcément ce que recherchent les Américains. Donc là, je vous ai donné des exemples caricaturaux, mais c'est vrai que le thème des fertilisants est radical. On peut aussi le voir sur les terres Et c'est rares, sur et c'est, l'énergie, etc. absolument. Et ce sont Voilà. Donc, à cet des état, intrants que les pays des c'est BRICS peuvent utiliser obligatoire. comme des On cartes de ne peut pas négociation. s'en passer. Voilà. D'accord. Et je disais que et ces intrants peuvent être utilisés par les pays qui les exportent comme des cartes de négociation sur d'autres choses. Oui, c'est-à-dire il peut y avoir des mesures de restriction des exportations drastiques qui pénalisent radicalement l'industrie des États-Unis. Donc, D'accord. moi, à mon point de vue, à cette étape, sans analyse précise des marchés, c'est vraiment un effet d'annonce médiatique. D'accord. Alors là, justement, pour aller dans le sens de votre dernière phrase, et bien sûr, au-delà de l'aspect du narratif et aussi un peu flamboyant des déclarations médiatiques, c'est-à-dire, nous allons regarder la réalité. Et est-ce que vraiment la réalité qui a changé depuis son départ en 2020, d'une manière très accélérée, est-ce que laisse des chances à Trump ou des leviers avec lesquels il peut vraiment imposer ses vues sur les autres pays émergents? Alors, prenons l'exemple maintenant. On a les BRICS ont déjà abandonné le dollar américain en 2024 et payent 85% de leurs échanges entre eux en monnaie nationale. On a aussi la communauté des États indépendants, donc liée à la Russie, a Autour de la Russie, oui, oui. oui, a elle aussi réglé 85% de ses transactions avec l'étranger en monnaie nationale. Et on a l'Union économique eurasienne aussi, qui est l'île du monde, comme disait Mackinder dans sa conception de la géopolitique, œuvre depuis longtemps pour la stabilité mutuelle entre les États eurasiens et a réussi à émanciper les économies nationales de la dépendance vis-à-vis des produits occidentaux et du dollar américain. Alors, la question, Hélène Clément-Pétillo, pensez-vous que cela forcerait Donald Trump à accepter le déclassement des États-Unis, qu'en réalité il est en train de, un peu comme Hitler de son bunker, qui déplaçait des troupes qui n'existaient plus, ou qui, lui, il est en train de brandir des éléments qui, finalement, n'ont pas le même effet qu'avant. Et et est-ce que cela le forcerait à ouvrir des voies de dialogue dans le sens de l'établissement d'un monde multipolaire plus équilibré et plus juste? Alors, je n'ai à cette heure pas entendu Trump évoquer le concept de monde multipolaire. Mais si on regarde bien ce qui se passe quand même aux États-Unis, on a des déclarations du secrétaire d'État à la politique étrangère qui a été choisi par Trump lui-même, Marc Rubio. Lui, il a déjà fait des déclarations notables dans ce sens. En particulier, il a affirmé qu'il n'était pas normal que le monde ait une puissance unipolaire. Donc, en fait, c'est une critique majeure des précédents américains. Il parle même d'anomalie en la matière, donc il ne mâche pas ses mots. Dans un long interview qu'il a accordé la semaine dernière
il fait mention justement de la multipolarité comme une donnée incontournable du monde contemporain. Et pour lui, cette donnée incontournable exige de la part des États-Unis la mise en place de compromis pragmatiques. Donc, vous voyez les États-Unis qui ont en fait une philosophie de fonctionnement liée à ce pragmatisme. Donc, il y a d'une part les déclarations qui sont faites dans la presse, mais il y a ce qui est fait dans la pratique. Et donc, la personne en charge de ce thème est lui-même en train d'affirmer que maintenant, il faut retourner à des comportements pragmatiques et laisser de côté l'idéologie. Donc, c'est finalement, si on le regarde de près, une quasi-révolution dans la politique étrangère américaine qui se prépare à travers ces déclarations. Quel que soit ce qui peut être dit et rapporté par les médias qui, eux, accentuent plutôt les effets d'annonce, les effets qui accentuent finalement tout ce qui peut rendre l'émotion et donc la réalité est d'une autre nature que cette émotion. On assiste peut-être à la fin de l'idéologie de l'exceptionnalisme américain qu'avaient utilisé les démocrates allègrement, et ce tournant pragmatique qui semble s'affirmer dans les déclarations de la personne en charge, du secrétaire d'État en charge, est, à mon sens, une note d'espoir. Est-ce un vœu ou une réalité qui va s'imposer malgré toutes ces déclarations à l'emporte-pièce qui sont rapportées dans la presse à propos des déclarations de Trump? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que les BRICS sont vraiment à l'écoute des moindres mots en ce moment pour pouvoir adapter leur comportement. Et je crois qu'ils n'ont pas été sourds aux déclarations de Rubio. D'accord. Alors, encore un autre élément très très important par rapport qui conteste justement l'hégémonie du dollar et son statut d'arme de guerre, disons les choses comme elles sont, d'arme de guerre économique à la disposition des États-Unis. Alors, lors du sommet des BRICS à Kazan, cet été, trois décisions poussées par la Russie confirment, si l'on peut dire, la thèse de la fin de l'ordre financier et monétaire international fondé par les Occidentaux. Alors, la première décision, c'est l'institutionnalisation d'une nouvelle catégorie de pays partenaires des BRICS, c'est-à-dire que il y a le noyau et maintenant il y a tout un groupe de pays qui est en train d'affluer sur cette organisation, enfin, ou ce forum, euh, même s'ils ne prennent pas des décisions, c'est-à-dire complètement radicales, mais ils font déjà le choix de rejoindre et de coopérer étroitement avec les BRICS. On a la deuxième qui est extrêmement importante, c'est la création du système BRICS Clear pour faciliter les échanges entre pays membres, mais aussi partenaires, sans passer par le dollar. La troisième, c'est la création d'une compagnie qui prendra en charge l'assurance et la réassurance des transactions et du transport, BRICS Reinsurance Company. Alors, quand on voit maintenant le poids en termes de PIB, en parité de pouvoir d'achat des pays BRICS et plus les pays partenaires, il est clair que c'est un groupe qui a dépassé de très loin le poids des G7 ou des Occidentaux. Alors, ma question, les BRICS sont-ils en train de retirer l'arme de l'hégémonie du dollar aux États-Unis? Du moment que s'ils continuent justement dans les échanges avec le monde national, il me semble que la question est pertinente. Alors, et puis, la décision de Donald Trump d'imposer 100% de droits de douane, est-ce que c'est vrai, pensez-vous que c'est réaliste, qu'elle forcera les BRICS à changer de stratégie? Alors, à mon sens, il est trop tard pour que les BRICS changent de stratégie. Le tournant a déjà été pris. Pourtant, si on réfléchit à l'origine, les accords fondateurs du groupe des BRICS n'avaient rien envisagé de tel. Il y avait au contraire une volonté de représenter des groupes qui voulaient
être intégrés dans ce monde global. Donc il n'y avait pas une volonté de représenter une alternative à l'ordre occidental. C'était jouer un rôle simplement plus actif avec l'espoir que ce rôle leur procurait un élan supplémentaire de développement. Je pense qu'il faut regarder avec attention quels ont été les moments déterminants de la transition. Alors, il y a eu, je pense, et en ce sens, Jacques Sapir le souligne aussi dans ses analyses, la crise de 2008. Elle a été le moment d'une sorte de déception des pays non occidentaux face à l'incapacité de l'Occident à gérer correctement cette crise. Mhm. Et ceci a provoqué a amorcé une perte de confiance et de fait aussi une perte de légitimité de l'Occident. L'Occident n'apparaissait plus comme un modèle et voire même il pouvait devenir un danger pour les autres pays du fait qu'ils ne géraient pas les problèmes qu'ils avaient créés. Provoqués, c'est-à-dire avec des prises de risques excessives sur les marchés et la recherche sans réflexion de gains prédateurs. Les pays des BRICS ont recherché alors plus de coopération pour assurer une résilience face à ces phénomènes de crise et à la compétence et au laxisme occidental. Je pense que ça, c'est le premier moment. Ensuite, il y a eu un deuxième moment, ça a été mars 2022. Je dis bien mars et pas février, parce que Mhm. c'est quand la Russie a été exclue du réseau du Swift. système de paiement SWIFT, mais surtout quand les réserves russes de la Banque centrale des particuliers ont été séquestrées. Oui. Ça, c'est une erreur fondamentale, majeure de l'Occident. C'est l'ignorance totale du fonctionnement monétaire, de la nature de la monnaie, de la confiance. Comment peut-on dominer le monde avec sa monnaie si on n'est pas capable de connaître les mécanismes liés, ne serait-ce que la théorie économique qui a été, c'est pas une nouveauté. Vous voyez, Mhm. donc il faut savoir que ceci n'est pas le fait des banques centrales occidentales. Je crois que ce soit la Fed ou la Banque centrale européenne, ils ont dû à gérer cette situation après coup, mais on leur a quasiment pas demandé leur avis. La vie a été politique, idéologique. Et ça a été dramatique, à mon sens, pour la crédibilité occidentale, quoi. Donc, les Occidentaux, en fait, sont à l'origine du changement de stratégie des BRICS. Et leur affirmation l'affirmation des BRICS en tant qu'alternative au G7, ça s'est imposé parce que les Occidentaux ont fait des bêtises économiques graves. Mhm. Et je crois que C'est les BRICS sont en mesure de une revenir en remise en arrière. cause, une remise en cause C'est totale même une remise en cause totale qui avait de la déjà, enfin, le valeur la but plus était assumé. fondamentale du libéralisme occidental, qui est le droit à la propriété, quand on attaque des citoyens, de simples citoyens. Oui, et puis vous avez aussi que l'émancipation des BRICS et les enjeux de souveraineté qu'elle représente se sont imposés comme étant une nécessité face aux dangers que représente l'Occident. Vous voyez, ils sont partis simplement d'une position où ils demandaient finalement quelques droits de vote supplémentaires au FMI. Ils ne voulaient pas faire une révolution mondiale. Et finalement, par la force des choses, par la perte de confiance vis-à-vis de la compétence, mais aussi de la bonne foi des Occidentaux, ils ont été amenés à représenter un mouvement massif, alternatif et majoritaire dans la population mondiale. Vous voyez, les doubles standards qui se donnent à voir en matière d'application du droit international ne sont plus supportables pour un pays qui appartient au groupe des BRICS. Et ils ont maintenant la force et la légitimité de le mettre en avant, de mettre ces arguments en avant. D'accord. Alors, les États-Unis, euh, pour la situation interne, économique interne, et c'est très important aussi d'avoir un peu une vue éclairée. Alors, les États-Unis affichent désormais un déficit annuel de 3 000 milliards de dollars, reflétant donc une situation budgétaire particulièrement préoccupante.
Je rappelle qu'en 2025, les États-Unis vont se heurter à un véritable mur de dette parce que le Trésor américain devra refinancer environ 7 000 milliards de dollars de dettes arrivant à maturité. Et ce montant énorme coïncide avec une période où les rendements obligataires sont à nouveau en hausse, ce qui complique encore davantage la situation. Et ce refinancement massif entraînera une augmentation significative du coût de la dette, car le Trésor devra emprunter à des taux bien plus élevés qu'au moment où ces dettes ont été émises. Et cela exacerbera aussi mécaniquement le déficit budgétaire américain, déjà à des niveaux critiques. Alors, Hélène Clément-Pétillot, quelle marge vraiment de manœuvre quand on prend la situation économique des BRICS, leur puissance actuelle et la situation extrêmement fragile de l'économie américaine, quelle est la marge de manœuvre? Le gouvernement trepa-t-il pour juguler cette situation d'abord? Et allons-nous vers une crise majeure comme celle de 2008 avec la faillite de la banque Lehman Brothers et puis sa décision d'augmenter les droits de douane aux BRICS, au Canada et au Mexique est-elle vraiment tenable? Et est-ce vraiment sérieux dans une telle situation? Alors, compensés par des droits de douane supplémentaires et un peu tous azimuts, parce que ils sont annoncés autant sur les voisins que sur les BRICS, voire même sur les pays européens, compenser par ces droits de douane les besoins de financement de la dette n'est a priori pas tenable. Je crois que ce que je recherche Trump avant tout à cette étape, c'est de s'imposer comme un leader qui ne lâche rien et ceci est destiné à maintenir la confiance vis-à-vis du dollar, malgré les aléas et les nuages à l'horizon que vous venez de signaler, c'est-à-dire l'inévitable hausse des taux d'intérêt et qui accompagne aussi les risques de crise financière. En revanche, il y a un deuxième volet de la posture qui est adoptée par l'administration américaine, et je crois qu'elle peut avoir une portée peut-être plus bienveillante. Vous voyez, il y a une sorte de bad cop et good cop dans ce qui est présenté en ce moment de l'administration américaine. Donc, on a ce côté droit de douane tous azimuts, mais qui ne vont jamais compenser les questions de dette. Et d'un autre côté, vous avez un volet qui est mis en avant, une recherche de diminution des coûts et du gaspillage mis en place par les gouvernements précédents. Et en effet, pour maintenir l'hégémonie envers et contre tous, les gouvernements américains avaient s'étaient ouvert des voies au détriment de la souveraineté des pays. Tous les moyens étaient bons pour intimider, faire de l'ingérence, influencer. Et ce que l'État américain est en train de mettre en place, c'est-à-dire la fermeture d'organismes comme l'USAID, la fin du financement des médias de propagande américaine qui étaient développés partout, le retrait de l'OMS, tout ça, c'est pour donner une image de l'Amérique justicière, une sorte de nouveau Robin des Bois. Et là, on voit bien qu'on a une posture qui peut, sans rétablir une totale confiance, mais rassurer les autres protagonistes de l'économie mondiale et attirer une certaine sympathie des pays qui ont depuis si longtemps subi des harcèlements occidentaux et réalisent que la pression qui s'exerce sur eux est moindre. Mhm. Regardons, même par le petit bout de la lorgnette, regardons un pays comme la Géorgie qui a réussi dans la période contemporaine à tenir tête à toute cette infrastructure d'influence. Ça va représenter un certain apaisement. Peut-être que le sort de la Roumanie qui est actuellement suspendu va aussi être plus simple à gérer pour les Roumains qui pourront avoir le gouvernement qu'ils souhaitent. Alors, la question qui se pose, c'est quelle est l'attitude de l'Europe dans ce jeu de bad cop et de good cop? Pour l'instant, on ne voit vraiment rien transparaître, si ce n'est un suicide économique et peut-être plus, puisque on voit des obstinations sur la censure euh, et d'une certaine manière,
il y a un affolement général qui se traduit par une sorte de répression à tous azimuts dans toutes les instances qui pourraient avoir des points de vue qui divergent des positions de la Commission européenne. Donc, Donc, voilà, la question est... on y reviendra dans la deuxième partie parce que vous soulevez un sujet extrêmement important qui concerne effectivement l'Europe, mais l'Europe et donc l'Afrique qui est le partenaire important de l'Europe dans cette situation. Alors, au sein même des BRICS, des divisions notables existent. On le sait, c'est pas les BRICS sont donc toujours un forum qui n'est pas une organisation, ni il n'y a pas une uniformisation aussi de beaucoup de choses. Et alors l'Inde, un acteur clé du bloc, a maintenu une approche équilibrée dans sa politique étrangère, s'alignant souvent sur l'Occident, sur des questions cruciales, tout en s'engageant de manière pragmatique avec la Russie et la Chine. Et contrairement à la Russie et la Chine, qui militent agressivement en faveur d'un monde mondial multipolaire, l'Inde reste prudente quant à la possibilité de bouleverser le statu quo économique mondial. Et puis, nous avons l'hésitation de New Delhi à adopter une monnaie commune, même de compte des BRICS, et révélatrice de préoccupations plus larges concernant la souveraineté, l'autonomie économique et ses liens économiques existants avec les États-Unis et l'Europe. Alors, c'est un fait, tout le monde le sait, mais comment analysez-vous cette position? Et est-ce que si jamais les droits de douane qui sont annoncés de 100% par Trump venaient à être appliqués, est-ce que cela ne pourrait pas forcer l'Inde justement à changer de position et se radicaliser, et se rapprocher beaucoup plus de ses partenaires au sein des BRICS, si jamais son économie est attaquée à cause de ce genre de décisions américaines? Alors, les menaces d'imposition de droits de douane extravagants sont en fait des menaces de sanctions. Et comme on l'a déjà expérimenté à de multiples fois, les sanctions ont toujours des effets boomerang. Donc, ce que vous venez de nous présenter, c'est en fait la caricature d'un effet boomerang des sanctions américaines. En fait, pourquoi cet état de choses? Tout simplement parce que dans les économies, un pays qui est confronté à des contraintes et à des sanctions, s'il a les moyens d'y répondre, ce qui est le cas des grands pays comme la Russie et l'Inde encore plus, peut-être, mais on assiste alors à une sorte de tournant radical d'innovation pour contourner ces sanctions. Et Mhm. donc, vous voyez, la stratégie de l'Inde, on peut s'y attendre. On a déjà vu ce mécanisme. C'est le mécanisme clé de l'innovation financière. Et je pense que ce qui va se passer, c'est l'Inde va être dans la quasi-obligation de contourner ces sanctions qui ont, qui ont un objectif monétaire. Hein, on l'a bien Mhm. expliqué. Et donc, c'est l'innovation financière l'innovation monétaire et financière qui va en découler. Et il me semble que l'Inde, actuellement, qui est dans une phase de croissance sans précédent, il y a les succès technologiques, commerciaux, tout ça basé sur des paris éducatifs qui ont été faits de longue date, euh, euh, va être un des acteurs majeurs pour la mise en place de l'unité de compte des BRICS. Mhm. L'Inde est consciente à l'heure actuelle que les règlements bilatéraux en monnaie locale, certes, même s'ils sont efficaces dans le commerce actuel, ne suffisent pas pour régler les échanges qu'elle a avec ses partenaires. Ces échanges sont tellement importantes et l'utilisation de plateformes comme BRICS Clear est nécessaire pour l'Inde. Vous voyez, la Russie ne peut pas continuer à vendre son pétrole à l'Inde en accumulant des réserves en roupies dont elle ne sait que faire pour l'instant. Eh Donc, bien, le absolument. mécanisme de compensation qui est déjà en place au sein des BRICS est un élément, si vous voulez, c'est même pas à savoir si l'Inde a le choix ou pas le choix,
c'est dans le cadre d'une contrainte de nature de sanction, d'une contrainte de ces droits de douane exorbitants, naturellement, automatiquement, l'Inde sera un des piliers de ce fonctionnement, de ce nouveau fonctionnement du système de paiement, de la mutualisation des règlements, elle a besoin de cette chambre de compensation que représente BRICS Clear. Mhm. Et tout simplement parce que pour l'Inde, l'utilisation de cette unité de compte et les possibilités de règlements multilatéraux des soldes via la compensation globale, c'est quelque chose qui va lui faire économiser d'acheter des yuan, du rouble. Donc c'est un gain monétaire sans précédent pour elle. Donc Mhm. je ne vois pas que l'Inde crache dessus. Euh, c'est donc bien en considérant son propre intérêt que l'Inde va soutenir le développement de l'unité de compte des BRICS. Mhm. Et effectivement, comme tout principe de sanction face à un pays qui a une taille conséquente, bon, bah, ce pays, s'il est en mesure d'innover pour trouver des solutions alternatives, bon, bah, voilà, naturellement, ça se passe. C'est une question, c'est la viabilité du pays qui est en jeu. Bien. Alors, pour la Chine, donc, pour faire un peu le tour des pays les plus importants des BRICS, de son côté, n'a cessé de faire pression en faveur donc de la dédollarisation, notamment pour le biais d'initiatives telles que l'initiative des routes du Nouvel Route de la Soie et l'expansion du yuan numérique. Et on a la Chine, souvent considérée comme la cible principale des politiques économiques de Trump, et confrontée à un scénario plus difficile. La première administration Trump a été marquée par une guerre commerciale intense entre les États-Unis et la Chine, qui a conduit à l'imposition de droits de douane sur des milliards de dollars de marchandises. Un second mandat de Trump pourrait aggraver ce conflit. En tout cas, c'est ce qui transparaît des déclarations de Trump, en particulier s'il cherche à couper l'accès de la Chine à des technologies critiques ou à limiter son influence dans les chaînes d'approvisionnement mondial, par exemple, en restreignant l'accès aux puces mémoire à haut débit essentielles aux applications de l'intelligence artificielle. Alors, quelle pourrait, à votre avis, être la réaction de la Chine à la politique de l'administration Trump 2.0? Et puis, une Amérique plus agressive accélérera-t-elle la décision, la cohésion des BRICS en tant que réponse défensive, ou au contraire, elle exposera des lignes de fracture si les membres donnent la priorité aux intérêts nationaux plutôt qu'à l'action collective? Alors, je pense qu'actuellement, on se rend compte que la Chine est en train de se livrer à une véritable course contre la montre. Il s'agit pour elle d'asseoir rapidement des avancées technologiques et c'est un moyen pour limiter les dommages des éventuels droits de douane imposés par les États-Unis. C'est pour s'immuniser d'une certaine manière. Cette course technologique va immuniser la Chine et ses partenaires des attaques, des sanctions ou des droits de douane excessifs américains. Euh, il s'agit de faire en sorte que les produits chinois deviennent incontournables et moins chers que les produits de pointe américains. Et là, dans ce registre, on a vu la semaine dernière que ces choses faites en matière L'intelligence artificielle. d'intelligence, voilà, avec vous voyez ce qui s'est passé avec les innovations récentes et qui ont en fait chamboulé le monde de l'intelligence informatique et des nouveaux systèmes, c'est que ChatGPT a été dépassé par une plateforme mise en place par les Chinois, plateforme qui a coûté beaucoup moins cher et qui met en œuvre un nombre de personnes beaucoup moins important. Donc, on arrive à avoir des outils plus performants qui coûtent moins cher. Et là, vous voyez bien que même si les États-Unis mettent des droits de douane sur les produits d'intelligence artificielle chinois,
s'ils sont déjà 10 fois moins coûteux que les mêmes ou les produits moins performants américains, je veux dire, même si on double le prix, si c'est 10 fois moins cher, ouais, on est donc à cette course fait que c'est irrattrapable. Déjà Mhm. à cette étape technologiquement, on a passé un seuil technologique qui fait que c'est pas en mettant des droits de douane, même à 100%, qu'on changera la donne. Et on peut prolonger le raisonnement sur tous les produits aussi d'armement, de technologie militaire qui sont fournis par la Russie, l'Iran et aussi la Chine. On pourrait encore rajouter un autre thème, alors qui est lié aux ressources du territoire chinois. Mais à partir du moment où on se rend compte que 86% de la production mondiale de terres rares est effectuée en Chine, euh, comme ce sont des biens nécessaires à tous les programmes, que ce soit les programmes américains, Tesla, d'Elon Musk, ou même les constructeurs européens, comment faire en se passant des technologies chinoises et des ressources chinoises? Donc, vous Ouais. voyez, rien qu'en regardant la réalité de la production et des ressources chinoises, on se rend bien compte que ce n'est pas 100% de droits de douane qui vont changer le panorama. D'accord. Alors, il y a un dernier point avant de passer à l'Europe et à l'Afrique, c'est la Russie. Alors, pour la Russie, le resserrement de l'empire, de l'emprise de Trump sur l'appareil administratif américain présente à la fois des opportunités, mais des risques aussi. Alors, d'un côté, Trump a toujours exprimé son scepticisme à l'égard de l'OTAN et remis en question l'ampleur de l'implication américaine en Ukraine, des positions qui correspondent aux intérêts stratégiques de la Russie, bien qu'on attend toujours la mise en application de ce qu'il a dit. Et de l'autre, ces menaces de tarifs douaniers et son hostilité économique potentielle envers les BRICS pourraient aussi compliquer, selon certains analystes, la situation économique en Russie, compte tenu de la dépendance croissante à l'égard des partenaires commerciaux non occidentaux. Alors, est-ce que vous partagez cette inquiétude? Et est-ce que la Russie a-t-elle vraiment les moyens d'y faire face, notamment grâce au nouveau système de paiement qu'elle a développé? Et ça, je crois que vous en avez vous-même fait pas mal de travaux sur ça. C'est votre ami Renaud Bouchard qui nous a fait cette confidence. Alors, pouvez-vous nous faire un peu, nous en dire un peu plus? Alors, il me semble que un élément important de la stratégie de Donald Trump, c'est de faire porter la culpabilité du fardeau ukrainien sur l'administration Biden et sur Biden lui-même. Tant est, si on peut imaginer que lui pouvait prendre des décisions. Mais pour ce faire, Trump doit agir vite et en plus sans trop énerver les Russes qui, pendant ce temps, en profitent pour avancer les pions et plus que les pions, ils avancent sur le territoire et l'objectif, on le sait en Russie, c'est d'arriver à Odessa. Donc, Trump fait face à une double contrainte. La position de la Russie actuellement me semble quand même plus confortable. Mais il y a aussi des risques parce que la Russie ne doit pas faillir et ni accepter une paix au rabais parce Mhm. que elle doit maintenir sa crédibilité au sein des BRICS. Et sa crédibilité, c'est aussi ce que vous venez de dire, c'est la possibilité de développer sereinement des systèmes de paiement alternatifs qui deviennent des systèmes utilisés dans les échanges et qui vont permettre une dédollarisation progressive et sans à-coups. Bon, modulo cette nécessité de ne pas faillir et accepter une paix au rabais, il me semble qu'à cette étape, la Russie a beaucoup d'atouts, disons, internationaux. Maintenant, je voudrais quand même soulever un problème qui me tient bien à cœur, c'est que, à mon sens, en ce moment, en Russie, a été créé une sorte de handicap interne. Et ce handicap interne, justement, il a un rôle néfaste
sur la stratégie monétaire de la Russie vis-à-vis de ses partenaires des BRICS. Ce handicap, c'est la politique monétaire de la Banque centrale russe. Mhm. Elle n'est pas adaptée aux ambitions de croissance ni à l'intégration dans les BRICS du pays. Et vous avez l'économiste Sergueï Glaziev qui le souligne en permanence, sans relâche. Cette question est majeure et la Russie doit vraiment l'affronter parce que c'est quelque chose de... on ne peut pas appliquer une politique monétaire d'une autre époque, des époques des années 90, dans une situation où la Russie est en pole position sur les questions monétaires. Si vous voulez, Mhm. tout le monde la regarde, et si elle-même applique une austérité qui va briser sa croissance, tout simplement pour limiter une inflation, je dirais symbolique, parce que l'inflation en Russie n'est pas de nature monétaire. On comprend qu'avec tout le changement, avec les sanctions, le redéploiement du commerce, les nouveaux partenaires, oui, il y a un certain temps d'adaptation pour que les produits retrouvent un prix, que je pourrais dire, des Absolument. nouveaux prix d'équilibre. Mhm. Et la Banque centrale nie ce fait. Elle s'imagine que c'est uniquement lié à la quantité de monnaie en circulation. Mais ça n'a rien à voir. Mhm. L'inflation, il y a suffisamment de centres de recherche pour travailler sur le sujet en Russie pour savoir et pour démontrer que la nature de l'inflation en ce moment en Russie n'est pas monétaire. Donc, utiliser des instruments pour endiguer une inflation monétaire par le biais de hausses vertigineuses de taux d'intérêt qui brisent la croissance des entreprises russes Ouais. est une erreur majeure économique. Alors, cette erreur, elle n'est pas russe à part entière, c'est la Banque centrale russe qui veut faire comme feraient les Occidentaux. Mais écoutez, l'exemple de l'Europe ou de l'Occident à la matière est vraiment pas à suivre. Voilà, donc mon quasi-désespoir en ce moment, c'est de voir briser tant d'atouts par une volonté de copier un Occident. Enfin, on pourrait utiliser les termes dégénérés, mais même dégénérés en termes de réflexion économique. Mhm. Donc, le point capital pour la bonne santé de la Russie, c'est de régler ce problème d'erreur économique soufflé par l'Occident qui risque de coûter cher au pays. La Russie a impérativement besoin de se démarquer des préceptes occidentaux en matière de politique monétaire pour envisager un univers apaisé avec les BRICS et un développement de ce groupe de façon sereine. Mhm. Voilà. Je voulais faire cette petite digression qui me semble importante à cette étape Absolument. parce que, Avec les voilà, taux d'intérêt qui sont imposés, justement, le taux directeur de la Banque centrale, euh, il est c'est impossible de ahurissant développer et une ça n'a pas industrie ou de une sens. agriculture. Ça n'a aucun sens. C'est ahurissant. C'est Ouais. ahurissant. Et on doit faire tout pour faire comprendre. Parce que, si vous voulez, vous interrogez quelquefois des personnes qui vous disent, ah, c'est formidable, on peut mettre sur un compte en banque et on reçoit du 20%. Mais c'est grotesque. C'est grotesque. Absolument. L'économie meurt. Voilà. Ben, Il perd, enfin, on pourquoi vole vaut mieux avoir du l'avenir, 20% ou avoir l'avenir des enfants. C'est une sorte Voilà. de piller C'est le une futur. trahison, c'est une véritable trahison. Et je suis affligée chaque fois que je vois quelqu'un, même qui me dit, ah, je vais rien faire et juste mettre mon argent dans une banque pour récupérer du 20%. Voilà. Mhm. C'est la base d'une erreur économique dont il faut se démarquer. On a suffisamment de connaissances et historiques en économie et sur le terrain de voir combien ces erreurs ont détruit, enfin, si on détruit l'Europe, tout simplement. Donc, à quoi bon copier des gens qui se détruisent eux-mêmes? D'accord. Et concernant les systèmes de paiement, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot développé par la Russie? Alors, les systèmes de paiement, bah, si vous voulez, il y a déjà la Russie, comme par le jeu des sanctions et du hors SWIFT, elle ne peut pas participer aux plateformes de SWIFT. Donc, forcément, pour continuer à faire du commerce avec ses voisins et ses partenaires des BRICS, voire même avec le reste du monde,
ils doivent mettre en place des systèmes hors SWIFT et les choses marchent plutôt très bien. Vous avez la possibilité avec les systèmes de carte MIR, d'avoir des transactions qui sont en dehors du système SWIFT, donc complètement dégagées de toute surveillance occidentale. Et puis, vous avez des partenaires de la Russie qui permettent le passage d'un système à un autre. Mhm. Donc, que ce soit pour les individus ou pour les entreprises, il s'agit peut-être de contournement avec l'aide de partenaires, mais ça se pratique parce que tout ceci est mis en place pour en attente et pour comment dire fluidifier le fonctionnement du nouveau système de paiement qui va être global dans le cadre des BRICS. Voilà. Donc il y a une D'accord. sorte de préparation. On habitue les intervenants monétaires et financiers à jongler entre le SWIFT et le non-SWIFT par l'intermédiaire ils utilisent d'un côté une carte MIR, une carte qui est assise sur SWIFT de l'autre côté, et ça commence à être très diffusé. Donc la pratique, et dans les questions monétaires, il faut qu'il y ait que les mentalités suivent, il faut que la pratique soit acceptée. Et je pense qu'en la matière, l'action de la Russie est assez exemplaire pour diffuser progressivement de nouvelles pratiques monétaires. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'accent tout à l'heure sur ce problème des taux d'intérêt, alors même que dans l'ordre de la sociologie monétaire, la Russie a été vraiment un lieu d'expérimentation très intéressant. Vous voyez, quand en mars 2022, elle a été éjectée, parce qu'on peut dire comme ça, et que tous les Russes ont été éjectés du système SWIFT, en fait, il n'y a pas eu de panique. Le monde Mhm. entier s'attendait à une panique en Russie, avec des effets spéculatifs, et pas du tout. Si vous voulez, il y a eu une. En fait, c'était préparé. C'était préparé parce que dès 2014, la Russie savait que c'était quelque chose qui risquait d'arriver. Donc, Absolument. les banques ont mis en place des infrastructures d'accompagnement de la population, habituées à avoir des informations sur le téléphone portable. Vous voyez, j'ai jamais vu une banque où les personnes âgées, par exemple, sont aidées avec le maniement de leur compte bancaire sur le téléphone, comme en Russie. Au lieu de diminuer les salariés dans les agences bancaires, en Russie, ça a été plutôt augmenté. Vous voyez, vous avez des guichets à n'en plus finir dans les agences majeures de Russie. Absolument. Du jamais vu D'accord. en Occident. Nous, on a utilisé l'informatisation pour réduire au minimum le personnel dans les agences bancaires. Donc, c'est une Absolument. grave erreur. Alors, Donc, une voyez, dernière c'est une question. technologie importante. Donc, c'est pour moi un atout. Alors, une dernière question, Hélène Clément-Pitillot. Qu'en est-il de la position de l'Europe entre le développement des BRICS et les menaces de Trump? L'Europe qui est très fragilisée par la question de l'énergie, essentiellement. Et aussi, en plus de ça, le déclin de l'industrie, l'inflation et que Trump augmente les droits de douane à l'Europe, ça sera Ouais, vraiment c'est une suicidaire. Et tendance puis aussi, inflationniste pour l'Europe. Ouais. oui, et l'Afrique aussi dans tout ça. Alors, il me semble qu'on a une divergence totale des sentiers et des choix. L'Europe, comme je voulais souligner, elle semble camper sur un nouveau suicide 3.0, si je peux dire. Après Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, et là, guerre économique, hein, il faut bien l'appeler Mhm. comme ça. On est dans la stratégie de dépopulation verte qui est imposée par une sorte de bande de mentors eugénistes euh, qui quand même soulève l'interrogation. Je veux dire, c'est quelque chose qui serait si profond que ça en Europe de recommencer les mesures eugénistes comme à l'époque des nazis. Vous avez aussi toutes ces questions autour
institutionnaliser les formes de pédophilie pour que ça devienne des pratiques ordinaires dans les écoles. Tout ça se donne à voir. Et je crois que l'Afrique, qui réalise la situation de dégénérescence profonde de l'Europe, face à ces outrances, comprend que le temps de l'émancipation est vraiment arrivé. Et il est plus que nécessaire et il est vraiment légitime. Et donc, tout à fait naturellement, l'Afrique se tourne vers d'autres partenaires qui ne vont pas lui imposer des sévices comme ce qui est imposé aux populations européennes à l'heure actuelle en matière de droits sociaux et d'exemples qui détruisent les générations futures, détruisent les familles, détruisent l'espoir et qui rend les gens dépressifs et malades. Voilà. Mais là, l'Europe qui est prise entre les taux, justement, par exemple, pendant la situation économique, elle est extrêmement difficile depuis la destruction de Nord Stream 1 et 2. Et on a Trump qui est en train d'expliquer aux Européens que vous allez vous débrouiller avec la Russie en Ukraine. Nous, on plie bagage et on rentre chez nous. Donc, comment voyez-vous un peu comment les gens, de quelle façon C'est la pourrait fuite en cette avant. Europe pourrait s'en sortir? Comment C'est la fuite en avant. L'Europe a tellement espéré pouvoir profiter du démantèlement de la Russie, mais ils en rêvaient. Enfin, vous pouviez assister à des séminaires ou des colloques qui mettaient en place tout ça et chacun voulait son morceau. Donc, c'est-à-dire, oui, qu'est-ce qu'ils mettaient en la, place? la haine, le démembrement de la Russie. Si vous voulez, Ah, l'idée était d'accord. que les sanctions allaient briser l'économie russe. Et là, vous avez pléthore d'experts qui allaient annoncer partout que justifier avec le niveau de soi-disant PIB de la Russie, etc. C'était impensable. Et toute affirmation alternative, toute analyse alternative était censurée, n'avait aucune portée en Europe. Donc, il y a eu un enlisement dans des croyances absolument fausses, dans des idées complètement farfelues qu'ils allaient se payer sur les restes de la Russie. Donc, il y a eu, l'OTAN a organisé en Europe plusieurs colloques sur le démembrement de la Russie. Alors maintenant, voilà, c'est plutôt le démembrement de l'Europe auquel on assiste. Hmm. On va voir comment les choses vont se passer. On voit déjà quand même les protestations en Roumanie. Mais quelle a été la réponse? La réponse a été on supprime le résultat des élections. Alors, Ouais. et les Européens ont déjà annoncé que si les Allemands votaient mal, il faudrait aussi faire pareil. Parce que ça voudrait dire qu'ils ont été influencés d'ailleurs. Oui, ils sont influencés par les États-Unis, par la Russie. Attendez, l'argument maintenant commence à être un peu galvaudé. Donc, on assiste dans les élites occidentales à une sorte de panique. Hein. Alors, ça se traduit par des effets d'annonce sur des mesures liées à des pseudo-contrôles migratoires, mais qui n'ont aucune portée parce que c'est une impossibilité totale. En ayant détruit les frontières telles qu'elles ont été détruites, comment du jour au lendemain faire un quelconque contrôle? Et puis en même temps, on prend acte de tout le gaspillage. Si vous voulez, l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis nous montre que avec de la volonté, il serait possible de réduire les gaspillages dans toutes ces agences superposées qui pillent le pays, mais à des fins en fait idéologiques et puis à des fins sociétales quand même très critiquables et qui ne vont pas forcément de soi. Mhm. Au moins qu'on n'impose pas l'éducation sexuelle en maternelle de façon univoque, que les gens aient le choix. Ouais. Voilà. Donc ici on a vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que ça se donne à voir. Mais la population est tellement, je dirais, abrutie par tout ce qui lui arrive, les coûts, les charges, le manque d'énergie, la peur du Covid, parce qu'on est toujours là, hein, on a peur des maladies, des épidémies.
la consommation des médicaments en France, nous sommes le pays qui consomme le plus de médicaments du monde, et et c'est à un point. Mais ça semble normal pour le commun des mortels en France, alors que Mhm. c'est une aberration totale. Donc, D'accord, à l'heure où, justement une défiance est mise en place vis-à-vis de toutes ces organisations liées au système pharmaceutique et de la profitabilité de l'industrie pharmaceutique et de la corruption de ce système, ce sont des thèmes qui sont vraiment en France. Quelques réseaux sociaux, mais vraiment avec des censures, enfin, d'accord. et puis un discrédit total sur tout ce que peut dire Twitter, enfin X. Mhm. Euh, c'est assez, enfin l'expérience là est assez triste en fait, parce que euh, on a l'impression de vivre dans une période qui est proche de celle que nos grands-parents pouvaient nous décrire au moment de l'occupation par des nazis eugénistes. Voilà, on en est D'accord, réduit un peu à ce même. Donc la plaie est vraiment très ouverte en Europe. Et Trump, il n'est pas là pour sauver l'Europe, il est là pour sauver les États-Unis, essayer de se d'accord, débrouiller, avoir une stratégie pragmatique et faire ce qu'il peut. Mais l'Europe, si la décision est prise et si les gens sont tellement avachis, laxistes, on ne pourra rien faire. d'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Hélène Clément Pitillot, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver encore une fois dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci Kamal, à très bientôt.